Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, notre image de la semaine est une série de photos d'Emmanuel Macron. Nous reviendrons sur la communication théâtrale du chef d'État qui use de tous les artifices dans sa campagne. Nous dédierons ensuite une part importante de notre émission à un dossier sur les bobards de guerre, toutes ces fois où les gouvernements et les médias nous ont menti pour justifier la guerre et pousser au conflit. Nous passerons rapidement en revue la presse comme chaque semaine avant d'aborder la question corse en deuxième sujet. Les affrontements font rage entre forces de l'ordre et émeutiers et les médias détournent le regard. Immédiat numéro 387, c'est parti. Il était assez difficile de choisir notre image de la semaine, Jean-Yves. Il faut dire qu'il y avait le choix sur le compte Instagram de la photographe d'Emmanuel Macron cette semaine. Alors après Emmanuel Macron qui copiait Obama et Kennedy, nous avons Macron qui copie Zelensky. Oui, alors il est mal rasé parce qu'il est sous la pression, bien sûr. Il porte un sweatshirt d'une unité de commando. C'est peu d'usage de porter ce type de sweatshirt quand on n'appartient pas soi-même à ce type d'unité. Mais Macron aime bien les panoplies. Hein. On l'a vu en aviateur, on l'a vu... Vraiment, il aime bien ça. Bon, alors, ça met quand même un peu mal à l'aise parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est là dans un pur exercice de communication. Un exercice de communication qui est tourné en ridicule par la presse étrangère, de même que Macron a perdu maintenant toute crédibilité sur la scène internationale. Ce n'est pas lui qui est dans les négociations à propos de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, c'est le chancelier allemand, c'est le Premier ministre... Alors ça, autant on l'a dit... Israélien. Autant on l'a dit sur Immédiat que Macron avait perdu toute crédibilité, je vois tout de même passer des articles à la fois français et à la fois étrangers qui saluent l'action de Macron et pour qui Macron va être le sauveur de l'Europe, etc. La Macron-latrie a l'air d'être partagée à la fois par les médias étrangers, peut-être dans une moindre mesure que les médias français, mais elle existe tout de même. Dans les médias français, oui. Dans les médias étrangers, je suis un peu plus dubitatif. Je crois quand même qu'il y a un peu d'ironie sur le personnage. Certainement aussi, oui. Voilà. Et moi, personnellement, ça me met assez mal à l'aise. Je dois dire que c'est assez étonnant que ces images ne choquent pas plus les Français, peut-être parce qu'elles sont destinées à des petites cibles particulières, des cibles, les mêmes cibles au fond électorales que celles qu'il visait quand il a fait son opération avec les youtubeurs Mike Fly et Carlito. Oui. Sont des cibles très particulières, mais qui devraient quand même un petit peu plus surprendre un électorat plus âgé ou plus conservateur, mais en fait, c'est là qu'on a... c'est une opération de niche. Il s'adresse à une niche et le reste, finalement, voilà. Ça passe crème. Quoi, Ça plaît aux jeunes qui voient sur Instagram, mais... ça plaît, j'en sais rien. Enfin, Quadragénaire, il n'est pas forcément sur Instagram, il ne va pas suivre Emmanuel Macron. Ouais. Alors, Europe 1 dit Emmanuel Macron photographié en sweat décontracté à l'Élysée, les internautes amusés. Un article du National Post, French President dressed in dark hoodie and jeans takes fashion cues from Zelensky. Donc Macron s'inspire au niveau vestimentaire de Zelensky. Et alors peut-être que l'article le plus, on va dire, vraisemblant et réaliste, c'est celui de 7 sur 7, qui est pourtant pas un journal d'investigation de renommée mondiale. Un vrai sketch, le mec, il se prend pour Zelensky. Macron moqué pour son pull à capuche militaire. On écoute tout de suite les réactions de Tatiana Renard-Barzac sur CNews. C'est un président moderne, qui est aux manettes, qui est là, qui a sa barbe de 3 jours, quoi qu'il advienne. Et ça qui est très intéressant, le format de communication de Zelensky est le même aujourd'hui que celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a compris l'intérêt des réseaux sociaux, il a compris le pouvoir des images. Et enfin, Paris n'est pas sous les bombes, que je sache. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il en use. À la fois, il aide à essayer de résoudre cette crise extrêmement compliquée. Ça reste quand même aujourd'hui, on le répète, le seul dirigeant européen qui est en contact avec Vladimir Poutine, avec Olaf Scholz. Il faut quand même le répéter.
c'est très bien dit, il faut répéter. Il faut effectivement répéter les éléments de langage du macronisme. Donc il serait le seul à parler avec Poutine, à vous parler de l'efficacité. Et puis alors on a une espèce d'inversion quand elle dit c'est Zelensky qui copie Macron. Là en l'occurrence c'est plutôt Macron qui copie Zelensky. Bon, encore que l'un et l'autre ont les mêmes programmateurs. Hein. C'est-à-dire ce sont des agents du système Soros, du système Davos, l'un pour la France, l'autre l'Ukraine, et donc il y a un petit peu les mêmes méthodes, essentiellement des méthodes de communication, qui ont d'ailleurs, il faut le reconnaître, une certaine efficacité. Trudeau au Canada également. Ou Trudeau au Canada, absolument, oui. Oui, d'ailleurs on le voit aussi, c'est un président quand même qui aime s'écouter, qui aime se voir à l'écran, qui aime parler. On le voit dans ses clips de campagne, là. Bon. Il n'y a pas grand-chose à réviser aujourd'hui. C'est juste une rentrée. Oui, c'est vachement important. Ouais. Bah, c'est là où il faut donner la couleur, l'orientation. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Et qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Expérience. Je parle d'expérience. On peut dire que finalement tous les candidats font la même chose, mais tout de même il y a un petit côté narcisse. Alors je ne sais pas si je suis biaisé ou pas. Oui. Alors c'est vrai que toute activité politique, il y a un côté narcisse, hein, mais qui là prend des proportions assez exorbitantes. Voilà. Ouais. Bon, heureusement que le ridicule ne tue pas, on n'aurait plus de chef d'État. Hein. En tout cas, on reste dans le thème de la communication pernicieuse avec notre premier sujet de la semaine, les bobards de guerre, toutes les fois où les gouvernements et les médias nous ont menti pour justifier la guerre. Tout de suite. Jean-Yves, vous avez voulu revenir cette semaine sur les bobards de guerre, ces grands moments finalement de la propagande médiatique en temps de guerre ou avant la guerre. Vous le savez tous et c'est finalement le continuel objet de cette émission. Les médias partagent de fausses informations, parfois sans les vérifier, souvent en mentant éhontément. Alors je tiens tout d'abord à vous montrer un petit florilège des unes de The Economist, l'un des magazines les plus lus et les plus renommés au monde, ou du moins dans le monde occidental. L'argument pour la guerre, en parlant de Saddam Hussein, pourquoi la guerre devrait être justifiée ? Comment libérer la Syrie ? Frappez-le durement en parlant d'Assad. La guerre d'Obama, pourquoi l'Afghanistan a besoin de plus de troupes ? Une guerre déchirante mais nécessaire. Le sang et le pétrole, les leçons de la tyrannie, en parlant cette fois de Kadhafi. Et enfin, finalement, une dernière illustration, plus récente, sur l'Ukraine. On voit une certaine continuité, une propagande belliciste qui se répète. Chacune incite à la guerre, finalement. Voilà. Chacune incite à la guerre sur différents théâtres d'opération. Hein. L'Irak, la Syrie, l'Ukraine maintenant, la Libye. Chacune incite à la guerre. Et pourquoi faire... Alors, c'est pas vraiment un sujet d'actualité, Jean-Yves. C'est plutôt un dossier avec une rétrospective sur les conflits de ces 30 dernières années. Pourquoi le faire maintenant ? Alors, je crois qu'il faut le faire maintenant parce qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre sur laquelle il est difficile de savoir réellement ce qu'il se passe, puisque nous avons dans une guerre, il y a des affrontements militaires et il y a des affrontements de communication, il y a une guerre de communication. Donc les Russes livrent une guerre de communication, les Ukrainiens aussi, bien évidemment. Et c'est donc très difficile de savoir ce qu'il en est. Mais je pense qu'il faut regarder les reportages, écouter les émissions, lire les articles, en pensant à deux choses. Un, toute guerre s'accompagne de bobards de guerre. D'un côté, de l'autre. Et, j'irai même plus loin, toute guerre est rendue possible, voire jugée nécessaire, très souvent à cause de bobards de guerre. Et effectivement, nous allons là voir un certain nombre d'événements qui sont la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe. Au départ, on est en 90, 91, puis on est en 2004, puis la guerre pour le Kosovo, la guerre à la Serbie en 99, puis la guerre en Libye, puis la guerre en Syrie. À chaque fois,
il y a des bobards de guerre qui préparent ou accompagnent la guerre. Alors, l'origine même du bobard de guerre, finalement, c'est peut-être la guerre de 1914. On a retrouvé des petites coupures de journaux assez qu'on peut juger rigolotes 100 ans après, mais qui ne devaient pas être très drôles à l'époque. Par exemple, leur artillerie lourde est comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles sont très curieux, ils sont terriblement impressionnants et ils sont en fait très peu efficaces. Ils vous font simplement des bleus, en parlant des obus allemands. Blessures causées par les balles, elles ne sont pas dangereuses, elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. Les grands trains de blessés de notre ami que notre ami rencontra étaient remplis de jeunes gens atteints par des balles et qui pourtant riaient avec une réconfortante bonne humeur. Tout cela est tiré d'un article de France Info qui fait un petit bilan. 1914-1918, la presse et la guerre, les journaux ont publié d'incroyables bobards pendant la Grande Guerre. Alors, les journaux français, mais aussi les journaux allemands, mais aussi les journaux russes, mais aussi les journaux anglais, chacun y est allé de son bobard. Et il y a, dans les bibliothèques historiques, il y a des rayonnages complets de livres qui rapportent pour l'essentiel ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec un peu de recul, comme des bobards de guerre. Avec au milieu de ces bobards de guerre un certain nombre de faits évidemment exacts, mais noyés dans un ensemble de mensonges. Oui, la guerre est l'ennemi de la vérité. Alors, avis quand même au journaliste de France Info qui a rédigé cet article. Le phénomène n'a pas cessé et nous allons le démontrer et vous en êtes certainement rendu complice. Alors, premier bobard, Jean-Yves, d'une liste ô combien non exhaustive, hein, on s'en excuse, mais bon, format de l'émission oblige, c'est celui des couveuses de Kuwait City. What I saw happen to the children of Kuwait and to my country has changed my life forever. It has changed the life of all Kuwaitis, young and old. We are children no more. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Alors, que nous dit cette jeune femme? C'est que la soldatesque irakienne, quand elle est arrivée à Kuwait City, a débranché les couveuses et jeté les bébés. Ce qui a évidemment suscité une indignation mondiale et qui a permis ensuite d'engager une action militaire qui a été la première guerre du Golfe à laquelle la France a participé. Alors, ce qui est intéressant dans la vidéo que nous voyons, c'est que cette jeune femme qui raconte cette histoire n'est autre que la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Et le Koweït, avec l'aide des États-Unis, avait passé un marché de communication de 10 millions de dollars pour vendre la guerre américaine à l'Irak. Et la guerre même plus largement qu'américaine, puisque c'est une guerre de l'Amérique et de ses alliés de l'OTAN. Il me semble que c'est la plus grande coalition depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, une grande, 35 pays contre l'Irak. La France, d'ailleurs, on était parti. On faisait partie, plus exactement. Et donc, là, vous voyez, c'est une opération de communication. Alors, c'est reconnu quelques années plus tard. Mais évidemment, quand c'est reconnu, le mal ou le bien est fait, la guerre a eu lieu. C'est aussi à cette période que sont arrivées l'expression de frappe chirurgicale pour qualifier un bombardement. Et vous n'étiez pas né, donc vous ne pouviez pas en avoir le souvenir, mais ça avait donné l'objet de très beaux reportages où on voyait le bombardement non pas du point de vue de celui qui le reçoit, qu'il soit civil ou militaire, mais de celui qui le pratique. Et donc c'était vu des cockpits d'avions. Avec le petit écran. Le petit écran, les tirs et l'arrivée dans un feu d'artifice du missile ou de l'arme sur la cible. C'était assez esthétique, c'était la guerre jeu vidéo.
Ça a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes, et surtout ça a contribué à déstructurer l'Irak, avec des conséquences évidemment assez graves sur la population. Alors, ce qui est quand même intéressant avec ce récit qui est fait donc devant la Cour européenne du Congrès des États-Unis, c'est que c'est repris et amplifié par le New York Times, qui explique dans un télégramme que l'ambassadeur américain a cité les noms de 2 médecins et d'une infirmière qui ont vu des soldats irakiens tuer des prématurés. C'est-à-dire qu'une fois que le mensonge est lancé, on l'amplifie, on le construit, etc., on l'étoffe. Un chirurgien affirme avoir enterré lui-même une dizaine de nouveau-nés jetés hors de leur couveuse par les soldats. Et George Bush, pour justifier les interventions, dans ses passages sur les plateaux, etc., parle de l'affaire des bébés koweïtiens. C'est vraiment la genèse de cette intervention, la genèse de cette guerre, et c'est ça qui pousse et là, on voit, à la guerre. C'est ça qui la justifie, quoi. On voit tout l'émotionnel. On a les bébés, on a les nouveau-nés, on a cette jeune femme qui est très, très émouvante. Même si elle ment, même si elle est actrice, elle est très émouvante. Et donc, effectivement, ça déclenche la sympathie, ça déclenche l'empathie pour la cause, et ça permet de légitimer la guerre. Et ce qui est très intéressant, je me permets de finir là-dessus, c'est que l'opinion américaine était très partagée sur l'idée d'une intervention au Koweït, en se disant mais qu'est-ce qu'on irait faire là-bas, c'est pas nos affaires. Et suite à justement cette affaire qui a été lourdement médiatisée, tout le monde était d'accord pour y aller. Voilà. Et objectif accompli finalement. Le deuxième exemple, Jean-Yves, est celui d'une guerre qui s'est déroulée en Europe, cette fois qui a provoqué finalement l'éclatement de la Serbie, la séparation du Kosovo de la Serbie. Alors que le pouvoir yougoslave de Milosevic combat des insurrectionnistes albanais de la région du Kosovo dans le courant de l'année 1999, l'OTAN crée de toutes pièces la scène d'un massacre qui sera appelé celui de Račak, afin de justifier une intervention militaire donc contre les Serbes. C'est en 1999, on se rapproche chronologiquement de notre période, c'est pas si longtemps que ça, c'est il y a 23 ans. Il y a 23 ans, alors on parle de génocide, on parle de têtes coupées avec lesquelles on joue au football, on parle de plans d'épuration ethnique, qu'on illustre d'ailleurs à l'époque par des images où on voit des gens fuir dans des charrettes à cheval. Et tout ça crée un climat. En même temps, on diabolise la personnalité du président serbe Milosevic, et ça justifie la guerre. Alors là, c'est une guerre qui est une guerre exclusivement aérienne dans un premier temps, avec des bombardements qui durent quand même, je crois, plus de 60 jours sur la Serbie. Et 78 jours. 78 jours, vous voyez, plus encore, et qui visent les infrastructures, les ponts, les centrales électriques, toute une série d'équipements. Il y a évidemment un certain nombre de morts civiles, 1000 à 2000, ce qui prouve que les bombardements n'ont pas été quand même des bombardements qui visaient spécialement les civils, mais il y a quand même 2000 morts en 3 mois. 2000 morts civils, mais là aussi qu'on ne voit pas. Il n'y a pas d'images. Il y a des images sur les télévisions serbes, mais elles ne sont pas vues dans les télévisions occidentales, et ça permet ensuite le débarquement de troupes dites d'intervention ou de maintien de la paix sur le Kosovo, région dont les Serbes sont progressivement épurés. C'est-à-dire qu'on a annoncé une épuration des Albanais du Kosovo pour permettre l'épuration des Serbes du Kosovo, mais là aussi à partir d'une campagne médiatique tout à fait spectaculaire. Le début de la répression serbe du Kosovo, finalement, c'était parti du fait que la majorité albanaise persécutait d'ailleurs les Serbes, et c'est ce qui justifiait l'intervention militaire des Serbes. On n'avait rien à voir là-dedans. Finalement. Alors, très important quand même cette affaire du Kosovo, puisque c'est la première rectification de frontières en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un précédent qui est utilisé maintenant de manière récurrente par les Russes. Quand on leur dit « vous ne touchez pas aux frontières », on dit
écoutez les gars, vous avez bien touché aux frontières de la Serbie. Ouais, c'était il y a 20 ans. Pour expliquer plus en détail ce massacre imaginaire de Rakak, on a un très bon article du Monde diplomatique écrit par Serge Halimi. On a également un article d'investigation qui livre le témoignage plutôt de Dr Elena Ranta, la responsable de l'équipe d'enquêteurs sur le terrain, qui était chargée par finalement une commission internationale d'établir la véracité de ces faits évoqués dans la presse. Elle y raconte les pressions qu'elle a subies par William Walker, le chef américain de la mission de l'OSCE. Et finalement, le récit établi plusieurs années après dans l'indifférence générale, c'est que des membres de l'UCK, donc une sorte de milice paramilitaire albanaise kosovarde, ont récupéré des victimes militaires, ou paramilitaires du moins, du camp albanais, les ont rhabillés en civil, jetés dans un champ, puis après les Américains sont arrivés, ont fait venir la CIA, ont invité les journalistes, hop, massacre par les Serbes de civils. Encore une fois, c'est ce qui justifie d'abord les bombardements, puis l'intervention militaire. Encore une fois. Et la rectification de frontières. Oui, exactement, bravo. Et alors, intéressant dans l'article du Monde diplomatique, peut-être, c'est le rôle du Monde. Le Monde. Du monde non diplomatique. Du monde non diplomatique. Un quotidien dont les prises de position éditoriales servent alors de référence au reste de la galaxie, française médiatique. Edoui Plenel, directeur de la rédaction, admet avoir fait le choix de l'intervention, quand même, il prend parti. Il diffuse une annonce sur le plan fer à cheval Podkova, qui aurait été en fait un document serbe visant à la planification de l'épuration des Albanais. On se rend compte, plusieurs années après, eh bien, que c'était complètement faux, que c'était un document créé par les renseignements bulgares qui voulaient rentrer dans l'OTAN à tout prix. J'adore quand même la conclusion de cet article qui résume toute l'histoire, vous irez le lire, il est dans la description. C'est « La guerre du Kosovo ayant été conduite par une majorité de gouvernements de gauche, nul n'avait intérêt à ce qu'on revienne sur les falsifications officielles. On comprend sans peine que les journalistes les plus obsédés par la question des fake news préfèrent eux aussi regarder ailleurs. » Voilà, donc on reconnaît l'erreur 3 ans après. Voilà. Et Plenel, c'est très intéressant parce que c'est un homme qui est de formation trotskiste et qui relaie de manière très régulière les positions américaines de l'OTAN. Il a fait ça par le passé et il continue de le faire. Voilà. Ah oui, d'accord. Je ne connais pas trop le personnage. Mais... Alors, ce qu'on constate, Jean-Yves, dans notre troisième bar, c'est que c'est le même procédé pour la Seconde Guerre du Golfe et l'opération dite Iraqi Freedom, la liberté pour l'Irak. C'est un bobard plus connu, quand même, plus souvent démontré qu'il était faux, a posteriori, mais les dégâts sont là quand même. Colin Powell, secrétaire d'État de l'administration Bush, apporte le 5 février 2003 devant le Conseil des Nations Unies les preuves de la détention par l'Irak d'armes de destruction massive. On regarde ça tout de suite. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Alors, Powell admettra quelques années plus tard que tout ça était faux, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il apporte la preuve, en quelque sorte, la preuve par une image d'une fiole. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais la fiole est une image qui fait le tour du monde et qui impose une guerre. Alors là aussi, une guerre qui a été qui a déstructuré totalement le Moyen-Orient, qui a poussé au conflit qui était déjà latent et qui avait déjà existé dans le cadre d'une guerre Iran-Irak antérieure entre les sunnites et les chiites. Et il y a vraiment la balkanisation du Moyen-Orient qui est la conséquence de cette guerre, avec ensuite tous les problèmes qu'on a pu avoir ensuite d'islamisme, puisque l'islamisme est une conséquence de l'effondrement du régime de Saddam Hussein. L'islamisme, le djihadisme, dans ses formes terroristes contemporaines, est une des conséquences de la destruction de l'Irak de Saddam Hussein. C'est aussi les mouvements de migrants qu'on appelle réfugiés. Tout ça a des conséquences absolument considérables et ça démarre d'une petite fiole, d'une image brandie, pas par n'importe qui, le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain.
On écoute tout de suite Claude Cholet, le directeur de l'Observatoire du journalisme, à ce sujet. Et Saddam Hussein dispose non seulement d'armes chimiques et biologiques, mais il dispose aussi de missiles intercontinentaux qui peuvent frapper les États-Unis. Les médias, à l'époque, n'ont pas remis une seconde en cause ce mensonge, car il s'agit bien d'un mensonge d'État. Alors Colin Powell s'en est expliqué en disant qu'il avait été trompé par la CIA. C'est quand même intéressant. Hein, et que le président Bush avait été trompé par la CIA également. Le 17 janvier 1961, c'est le discours d'adieu de Dwight Eisenhower, qui a été élu président républicain pendant 8 ans, et qui fait un discours d'adieu sur l'État profond américain. C'est quand même extraordinaire. Hein. Il dit attention, c'est un militaire, hein, attention, il y a une collusion entre les services de renseignement et le Pentagone pour subvertir ou contrôler le pouvoir et l'information aux États-Unis. Bon, et on s'aperçoit que maintenant, 2003, 2022, 19 ans plus tard, je suis certain que l'opinion publique a oublié cette histoire de mensonge, de bobards de guerre, et non même pas de bobards de guerre, même de bobards provoquant la guerre de Colin Powell. Avec ce 4e bobard, on reste dans le monde musulman, plus particulièrement dans la Libye de Kadhafi, avec donc ce bobard sur le Viagra, prétendument distribué par Kadhafi à ses hommes pour les aider à mieux violer les femmes des populations rebelles. Alors celle-là, je dois dire que ce mensonge redouble d'ingéniosité et d'inventivité. Oui. Il est professé par la secrétaire d'État américaine de l'époque. Ah mais les secrétaires d'État américains sont bons, dites-moi. Ah oui. Des super bobardeurs, c'est drôle, mais c'est pas vraiment drôle en réalité. Oui. Ce qui est intéressant avec la presse française, Jean-Yves, alors sur le Kosovo, hein, TF1, en roue libre totale, 100 000 à 500 000 personnes tuées, le Daily Mirror britannique, on incinère les victimes dans des fourneaux comme à Auschwitz, etc. Là, la presse française sur la Libye n'est pas en reste. Midi Libre titre, Kadhafi a ordonné des viols en série à l'aide de stimulants sexuels. On parle de graisse à fusil utilisée comme lubrifiant. Enfin, c'est des histoires, mais complètement dingues. Et le reste de la presse française titre l'histoire au conditionnel, avec quand même un petit peu plus, peut-être, de pudeur. Mais en réalité, Jean-Yves, finalement, tout cela était, encore une fois, faux, fabriqué de toutes pièces, et c'est des rumeurs de couloir. Alors là, on crée l'intérêt, dans la mesure où on pense que l'accusation de viol ne va pas être suffisante, on ne va pas en parler assez, on crée l'intérêt par l'histoire du Viagra, l'histoire du stimulant sexuel, dont on sait que ça va faire parler. Ah et oui. Donc là, on remplace. C'est une illustration en quelque sorte. C'est pas la petite fiole, c'est le petit comprimé. Voilà. Ah oui. Et donc on arrive à faire en sorte que c'est terrible ce que fait Kadhafi, alors que je crois que quelques années plus tard, ou même assez rapidement, quand il y a des enquêtes d'ONG, mais avec le recul du temps, ils ne trouvent pas de témoignages de femmes victimes de ces violences sexuelles. Enfin, donc c'est une affaire, là encore, qui a été montée de toutes pièces, mais qui va servir à légitimer la guerre à la Libye, la destruction du régime libyen, avec là aussi des conséquences dramatiques, puisqu'il y a des guerres civiles en Libye depuis l'effondrement du régime de Kadhafi. On est revenu à un système Kadhafi tribal. avait prévenu qu'il gardait en quelque sorte les frontières de l'Europe en empêchant l'arrivée et le passage de migrants africains vers l'Europe, vers la Méditerranée. Il avait prévenu, et depuis effectivement qu'il a été renversé et tué dans des conditions ignominieuses, effectivement, il y a un flux d'immigration continu à travers, depuis la Syrie, vers les îles italiennes. Oui. Et la chute de Kadhafi, c'est le retour des marchés d'esclaves à Tripoli, quoi. C'est le retour en arrière considérable. On dit qu'on abat un dictateur comme avec Hussein, et au final, on installe une anarchie pas possible qui est invivable pour les populations. Autre régime. Au nom du bien, bien sûr. C'est ce qui justifie toutes les interventions qui font des milliers et des centaines de milliers de morts.
James Foley, c'est notre dernier bobard, Jean-Yves, était un journaliste américain dépêché en Syrie pour couvrir les révoltes contre les régimes de Bachar al-Assad par Global Post et l'AFP dès 2013. Alors 2013, c'est avant la toute-puissance de l'État islamique qui a duré quelques années en Syrie. C'est plutôt le moment où on parle des persécutions de la population par le régime syrien et les affrontements avec les rebelles qui sont vachement mis en avant, notamment la milice al-Nosra, etc. Alors, lors de son enlèvement par un groupe armé en 2013, AFP titre que, finalement, James Foley a été enlevé par une milice qui était loyale au régime syrien de Bachar al-Assad. On écoute tout de suite la vidéo de l'AFP. Nous pensons que Jim a vraisemblablement été arrêté par un groupe de miliciens pro-régime connu sous le nom de Shabia et qu'il a été ensuite livré aux forces gouvernementales syriennes. Nous avons obtenu plusieurs rapports indépendants provenant de sources confidentielles très crédibles qui avaient un accès direct et indirect. Toutes confirment notre évaluation selon laquelle Jim est à présent détenu par le gouvernement syrien dans un centre de détention près de Damas. Alors, c'est l'employeur de James Foley, le directeur de Global Post, qui dit de manière absolument sûre de lui que c'est une milice proche du régime syrien qui a enlevé ce journaliste. Bon, évidemment, le meurtre d'un journaliste, c'est toujours... La disparition d'un journaliste, c'est toujours quelque chose qui frappe les esprits. Il se trouve que ce journaliste va être assassiné 2 ans plus tard, mais assassiné par les djihadistes. Et là, il n'y a pas de doute possible, puisque il y aura une vidéo de ce que les djihadistes appellent son exécution. Voilà. Mais l'AFP se fera assez discrète pour évoquer la mort de ce journaliste et surtout ne reviendra pas sur son bobard. Ça leur vaudra d'ailleurs de figurer. C'est une année où l'AFP est candidate, mais elle a tellement de candidats au bobard que ce n'est pas celui de James Foley qui finalement sera sélectionné, c'est un autre bobard, mais c'est un bobard international de très belle facture. Il y en a eu d'autres, évidemment, sur la Syrie. Là aussi, il s'agissait de justifier l'élimination du régime, du gouvernement de Bachar el-Assad, qui n'a pas d'ailleurs qui n'a pas abouti. Voilà. On écoute tout de suite, encore une fois, Claude Cholet à ce sujet. Avant de parler des médias et de leur donner des leçons de conduite, je voudrais plutôt parler des utilisateurs des médias, c'est-à-dire les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs. Et je crois qu'il faut éviter ce que j'appelle l'effet volière. Quand vous rentrez dans une volière où il y a des oiseaux, tout est calme, et qu'un homme rentre dans la volière et se met à claquer dans les mains. À ce moment-là, tous les oiseaux s'envolent dans tous les sens. À ce moment-là, ce n'est pas le vol des oiseaux qu'il faut observer, c'est celui qui a claqué dans les mains. Or, je m'aperçois que les médias à l'heure actuelle sont un peu comme des oiseaux affolés qui reprennent à peu près n'importe quelle information. Un exemple, l'histoire de la centrale nucléaire ukrainienne, qui serait pratiquement détruite ou sur le point d'être détruite par les Russes. Je ne vois pas du tout l'intérêt des Russes de détruire cette centrale nucléaire qui est peut-être plus en sécurité dans les mains des Russes, qui ont une certaine expérience dans le domaine, que dans les mains des Ukrainiens. Et d'ailleurs, on n'entend plus parler de cette histoire de la centrale nucléaire. Donc, la première leçon pour les utilisateurs des médias que nous sommes, c'est de prendre de la distance. Pour les médias, je reconnais que la tâche est difficile. Elle est d'autant plus difficile qu'on a peut-être sur le dos le propriétaire ou le directeur de la publication ou le rédacteur en chef qui vous dit « mon gars, il faut que tu reprennes les informations américaines. Il ne faut pas que tu tiennes compte des autres. » Quand je vois l'unanimité des médias, ça va du Figaro au Monde,
et de Mediapart au Point, en passant par Libération, je m'interroge sur cette unanimité. L'unanimité de l'information m'inquiète toujours un peu. Quand il y a une absence de pluralisme, il faut se poser des questions. Alors tout de même, on pourrait reprocher à cette émission, Jean-Yves, que les exemples choisis sont 4 sur 5 des mensonges purement autant, et on pourrait nous accuser finalement de ne pas présenter d'autres bobards de guerre, d'autres propagandes que celles des Américains. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Il y a des bobards de guerre de tous les côtés. Si là, nous avons parlé des bobards OTAN, c'est parce que ce sont les seuls qui ont droit de citer, si j'ose dire, dans les médias français et dans les médias européens. On n'est pas exposé aux bobards russes ou aux bobards chinois, ou beaucoup moins exposés parce qu'ils ne sont pas repris par les télévisions occidentales. Donc nous avons traité les bobards auxquels nous sommes exposés et qui ont à chaque fois débouché sur des guerres. Les couveuses de Kuwait City, débranchées par les Irakiens, première guerre d'Irak. Le génocide, pseudo-génocide des Albanais du Kosovo, guerre à la Serbie. La petite fiole de M. Powell, deuxième guerre d'Irak, avec des conséquences beaucoup plus catastrophiques. Les viols des mercenaires de Kadhafi, destruction de l'État libyen, avec là aussi des conséquences catastrophiques. Et puis l'enlèvement de James Foley, non pas par les gens d'Assad, mais par les djihadistes qui finissent par l'exécuter. Voilà. Donc, voilà. Mais des bobards, il y en a d'autres, bien sûr. Tout le monde babarde. Sauf que les bobards auxquels nous sommes exposés, ce sont les bobards de l'OTAN. Et alors, un bobard qui est proféré n'est jamais vraiment retiré ou effacé ou réexpliqué. Les médias profèrent un bobard. On découvre plusieurs années après que c'est faux, mais l'histoire ne fait pas autant de bruit qu'à l'époque des événements. Et au final, tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde a oublié et tout le monde est prêt au prochain claquement de volière, au prochain claque dans la volière à repartir. Voilà, les leçons ne servent pas. On passe tout de suite à notre revue de presse de la semaine. L'émission La France face à la guerre, réalisée par le groupe TF1 et diffusée conjointement par TF1 et LCI, n'a pas connu le succès escompté. C'est l'émission qui devait ressembler le plus à ce que nous avions connu lors du grand débat présidentiel du premier tour des élections de 2017, c'est-à-dire de nombreux candidats dans un grand débat démocratique télévisuel. Alors cette édition, c'est 4,2 millions de spectateurs en moyenne, c'est assez peu finalement pour une émission avec un tel programme en prime time sur la première chaîne de France. Alors, c'est la moitié, pratiquement, de ce qui avait été vu pour une émission comparable de débat en 2017. Qu'est-ce que ça signifie ? Que c'était sans doute moins stimulant, parce que c'était pas un vrai débat, c'était une succession de monologues. Qu'est-ce que ça signifie aussi ? Probablement que les gens s'intéressent moins, les électeurs s'intéressent moins à l'élection présidentielle, parce qu'on leur parle d'autre chose, et que par conséquent, le risque que l'abstention soit élevée, la probabilité que l'abstention soit élevée, est à mon avis assez forte. Alors la question que je me pose tout de même, et que de nombreux internautes se sont posés, quelques journalistes également, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait seulement 8 candidats conviés sur les 12 ? Ça peut paraître étrange. Anne Hidalgo, qui à 2%, est invitée à cette espèce de débat, qui n'en est pas un, mais bon, à cette émission, on va dire. Pour autant, Jean Lassalle, qui a 2% aussi dans les intentions de vote, n'est pas invité. Ça paraît purement antidémocratique, quoi. Alors, il paraît que c'est la règle de l'équité. Alors, la règle de l'équité consiste à prendre en compte les sondages, ce qui est déjà discutable, parce que le sondage, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est aussi un peu autoréalisateur, puisque plus quelqu'un est élevé dans les sondages, plus il y a des chances de finir élevé, puisqu'on en parle. Le vote utile. On prend le vote utile, le soi-disant vote utile. Donc le sondage, et puis la représentativité parlementaire.
Ah oui. Et typiquement, c'est ce qui explique que M. Lassalle, à 2%, il soit éliminé, parce qu'il est tout seul comme parlementaire, alors que Mme Hidalgo, du haut de ses 2% par trottinette souvent fort, elle a un groupe parlementaire, il y a un groupe parlementaire socialiste. Donc c'est ce qui explique qu'elle soit qualifiée pour le débat. Voilà. Ce sont des règles assez byzantines, il faut bien le dire. Mais le tout est qu'elle profite à M. Macron quand même, qui lui a l'avantage d'un groupe parlementaire, d'être président sortant et d'avoir des sondages mirobolants. Et donc il a beaucoup de temps de parole. Il a un temps de parole inversement proportionnel à ce qu'il a à dire. Très très drôle. Ce qui est également intéressant, c'est que Macron a finalement fait plier la chaîne et a donné sa main à la pâte pour la réalisation de l'émission. On va dire ça comme ça, Jean-Yves. Il a fait preuve de ses caprices. Il a dit, voilà, je veux qu'il n'y ait pas de confrontation, je veux que les candidats ne se croisent pas et n'interagissent pas les uns entre les autres. Et c'est ce que nous apprend donc un article de l'Opinion. C'est les conditions que la chaîne TF1 a acceptées pour le déroulé de cette émission. C'est peut-être aussi ce qui explique le désintérêt, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas le vrai débat, il n'y a pas cette arène... Mais c'est probablement ce que souhaitait Macron. Macron ne souhaite pas qu'il y ait de débat. Mais justement, oui, voilà. C'est ce qu'il demandait à TF1. Et donc, c'est ce qu'il a demandé, obtenu de TF1. Il y a d'ailleurs, dans le même esprit, il devait y avoir un autre débat sur BFM TV, avec tous les candidats, cette fois, tous les candidats, les 12. Monsieur Macron a dit mais moi j'y vais pas. Oui. Là-dessus, Madame Le Pen a dit mais moi j'y vais pas. Et BFM a dit il y a pas de débat. Voilà. Bon, au moins comme ça c'est fait. Pas de débat pour cette campagne, tant pis. Alors en parlant de moments télé, Jean-Yves, je vous propose de regarder cette pépite que nous devons à Éric Orsena, ancienne plume de François Mitterrand. La réalité, c'est que la langue française doit beaucoup plus à la langue arabe qu'à la langue gauloise. Et oui, il y en a que ça dérange. Parce qu'il y en a qui sont par le grand remplacement, et moi, je parle du grand enrichissement. Et c'est comme ça, ça se passe. Donc, moi, je suis un prof, hein, donc j'essaye de raconter des histoires, mais des histoires vraies. C'est-à-dire pas on pique un petit moment, on le tord, et puis on dit tiens, Pétain a sauvé les Juifs, par exemple. Vous voyez, genre. Ce que vous imaginez dans votre livre, c'est qu'un soir, Ben oui, parce qu'on n'arrête pas de les engueuler. Voilà. Donc on dit, vous êtes rien, vous piquez le pognon, vous piquez le machin, vous piquez le pain. Donc il dit, plus rien. Mais même avant les Gaulois, il y avait des gens qui arrivaient avant. Donc au fond, on peut dire que tous les mots de la langue française sont des mots immigrés. Alors c'est intéressant d'abord de voir le contentement de ce personnage. Il est content de lui. Il fait un petit bouquin sur les mots immigrés. Il est sûr d'être invité absolument partout pour raconter ça. Avec, au départ, la journaliste résume la thèse, à savoir il y a plus de mots arabes que de mots gaulois dans la langue française. C'est faux. C'est faux. On a publié récemment, et on republie régulièrement, parce qu'à chaque fois que le mensonge est publié, on republie la rectification, un article dans Polémia, où on voit que, au contraire, il y a une certaine influence du gaulois, de mots gaulois dans la langue française, qui est d'abord une langue latine. Mais il y a davantage de mots gaulois que de mots arabes. Au demeurant, ce qui compte dans une langue, indépendamment des mots, c'est la structure. Et la structure de la langue française, c'est une structure latine, c'est une structure indo-européenne. Le fait qu'il y ait quelques mots arabes dedans, ce qui est vrai, moins que de mots gaulois, encore une fois, c'est tout à fait marginal, mais ça fait rien. On répète le mensonge et on se fait inviter pour répéter le mensonge. On voit à un moment d'ailleurs l'espèce de... tout de même une petite gêne de la journaliste là, qui l'écoute avec complaisance. Avec complaisance et bon, elle trouve qu'il en fait un poil trop. Quoi, voilà. On sent que c'est pas elle qui l'a vraiment invité, c'est pas elle qui fait la programmation. On lui a dit, il a publié un livre politiquement correct, c'est la production a dit, il faut inviter M. Orsena, terminé. Ce qui est quand même fascinant, c'est que ce monsieur est docteur en économie, académicien de l'Académie française, prix Goncourt, et relativement il est assez rasoir. Relativement oublié, quand même. Il est assez rasoir. Oui. Puis maintenant, il est un peu, si vous voulez, le boomer tendance qui travaille dans l'insertion des entreprises, dans la transition énergétique vers le vert. Ça paye, oui. Ça paye. Ça paye certainement. Donc il ne doit pas manquer de retraite, étant ancien... mais il continue de cachetonner aux bons endroits. Voilà. Et alors, quand même, la gêne palpable de Lemoine, les petits...
les petits sourires contents du monsieur. On se demande pourquoi on invite lui et pas Camus. Voilà. On va pas inviter Camus. Je dois dire d'ailleurs que Camus étant un vrai intellectuel, il n'est pas forcément serait pas forcément très adapté à ce type de format. Camus, il est meilleur sur de la très longue durée. Oui. Et puis on va pas inviter Camus quand même, c'est pas possible. Vous vous rendez compte ? Pas un néo-nazi complotiste d'extrême droite. Ah bah voilà, vous êtes bien, voilà, c'est ça. J'ai peut-être oublié les qualificatifs. Oui, sans doute. Oui. Alors, l'ARCOM, fusion invraisemblable du CSA et de Hadopi, organise pour son personnel des réunions sur les thèmes woke et inclusifs. C'est ce que nous apprend un article de Valeurs Actuelles. L'intervenante est une habituée des conférences en non-mixité, autrement dire, interdite aux Blancs, Jean-Yves. Et elle intervient sur la discrimination. Sur la discrimination, voilà. Tout à fait. Elle sait de quoi elle parle. L'inclusivité. L'inclusivité et la discrimination, c'est-à-dire l'inclusivité pour les uns, l'exclusion pour les autres. Valeurs Actuelles, c'est procurer... Et la discrimination pour tout le monde. Oui, la discrimination pour tout le monde et surtout contre les Blancs. Et alors, Valeurs Actuelles, c'est procurer les messages internes de l'ARCOM concernant cette réunion à venir. C'est assez drôle, il s'excuse avec une astérix, écriture non inclusive pour permettre la traduction logicielle pour les personnes non-voyantes. J'ai trouvé ça très drôle, c'est le serpent qui se mord un petit peu la queue, Jean-Yves. On fait de la non-inclusion pour faire de l'inclusion. On fait de l'écriture tout en déplorant d'avoir à faire de l'exclusion pour faire de l'inclusion. Oui, c'est l'inclusif, exclusif, inclusif, quoi. Très, très drôle. Et finalement, cette Fatima Kemilat, comme nous l'apprend F de Souche, avec un autre papier sur une conférence qu'elle a tenue l'an passé, on y parle finalement d'une réunion interdite aux femmes blanches, c'est-à-dire consacrée aux femmes racisées, arabes, noires, asiatiques, latinas, tant de gros mots honnis dans cette société. Et, très rigolo, on utilise un langage un petit peu stalinien, déséducation, rééducation. C'est-à-dire identification des colons de notre sexualité, etc. En tout cas, la culture d'entreprise de l'ARCOM ne laisse pas de doute quant aux futurs agissements. C'est extrêmement préoccupant, parce que l'ARCOM, qui est l'ancien CSA, étendu, c'est ce qui est chargé du contrôle de toutes les chaînes de radio, de télévision, et même d'Internet maintenant. Donc on voit comment vont être formés, comment sont formés nos futurs censeurs, ou nos actuels censeurs. Ils sont rééduqués. Rééduqués par Fatima. Place à notre dernier sujet de la semaine maintenant. Les médias minorent les événements de cette semaine en Corse. Nous l'avons expliqué la semaine dernière, la Corse connaît de forts mouvements de protestation suite à l'agression d'Ivan Colonne par un co-détenu camerounais, fait djihadiste en Afghanistan, qui l'a laissé dans un coma profond à la suite d'une agression d'une dizaine de minutes extrêmement violente. Les violences continuent de faire rage sur l'île de Beauté sur fond de revendications séparatistes et de protestations contre l'État français. État français assassin, crie-t-il dans la rue. Les médias ne semblent pas se saisir plus que cela, d'une série d'événements qui sont pourtant majeurs et extrêmement violents, Jean-Yves. Un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort, consternation des policiers après les violences en Corse. Comme le souligne Laurent Oberton sur Facebook, cette une de BFM est quand même assez minorée, elle est assez... c'est un euphémisme, on va dire. 650 jets de cocktails Molotov et 70 policiers blessés dans la seule ville de Bastia. Une seule interpellation, nous apprend un article d'Europe 1, dans la matinale. Également, le Front de libération nationale corse promet de reprendre du service si l'autonomie n'est pas accordée à la Corse dans les semaines qui viennent. On est quand même face à une série d'événements, une actualité énorme en Corse. Quelques articles par-ci par-là, ça ne fait pas la une parce qu'il y a l'Ukraine et les élections présidentielles. On met de côté et on temporise le temps que l'élection se passe, quoi. Alors, il y a deux choses pour bien comprendre la situation. Il y a le fait d'abord que les violences en Corse sont plutôt bien comprises par les médias corses. Les médias corses, c'est-à-dire Corse Matin et même France 3 Corse. Donc, on peut avoir un certain degré de violence contre la police qui n'est pas forcément mal perçu. Et sur le continent,
Là, c'est différent. On a choisi de ne pas en parler ou de minorer effectivement les choses, notamment de ne pas insister sur les images ou de passer ça assez rapidement pour ne pas mettre en cause la politique du gouvernement, car il y a 2 éléments derrière ça. Il y a d'abord le fait que pendant 4 ans, Macron a eu une attitude plutôt de mépris avec la Corse et avec l'Assemblée de Corse. Lors de ces 2 déplacements, il a montré un certain mépris. Et ça, c'est le fond de l'affaire. Et puis, l'étincelle, c'est la tentative d'assassinat, peut-on dire, d'Ivan Colonna en prison. Tentative d'assassinat qui dure 10 minutes et qui pose véritablement le problème de la situation dans les prisons françaises et de la place qu'y ont les djihadistes. On écoute tout de suite des extraits de l'audition de commission des lois de l'Assemblée nationale où le directeur de l'administration pénitentiaire était interrogé notamment par Éric Diard et par M. Acquaviva. Il me paraît tout d'abord, j'allais dire, incroyable qu'un détenu pour terrorisme islamiste puisse justement bénéficier d'un statut d'auxiliaire en prison. Alors on me dit qu'il faut le motiver, mais ce n'est pas possible. Il semblerait, monsieur le directeur, selon nos services de renseignement et le parquet national antiterroriste, que Franck Elongabé se serait particulièrement distingué, si vous me permettez l'expression, pour sa violence en Afghanistan, et notamment il aurait été écarté d'Al-Qaïda Afghanistan pour son extrême violence. Donc, premier questionnement, pourquoi ce monsieur, qui était très compliqué, transmis aux autorités françaises en 2014, qui a eu une condamnation de 9 ans pour terrorisme, c'est un guerrier en Afghanistan, donc djihadiste confirmé, qui a eu une deuxième condamnation lorsqu'il est arrivé, puisqu'il a eu l'agression de la jeune femme médecin, où il a été condamné à 4 ans, d'autres 5 changements de prison. Comment se fait-il, après ce parcours chaotique, djihadiste, il a pu avoir un contrat rémunéré? Deuxième élément sur la question du régime de faveur, pourquoi ce monsieur a-t-il eu, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais il est important que la commission de loi entende des réductions de peine, parce qu'il n'y a pas de confusion de peine le concernant, 9 ans, 4 ans, plus 6 mois, 3 condamnations, ça fait 13 ans et demi, il devait sortir en 2023, donc 9 ans après la remise aux autorités françaises. Ce qui ne peut être accordé que pour des détenus modèles, certainement pas pour des djihadistes, et encore moins pour des djihadistes qui ont eu plus de 50 problèmes dans les 5 prisons concernées. Tout cela fait un faisceau dont il faudra des éléments de réponse, parce que c'est incontestablement un régime de faveur. Oui, alors ce qui est tout à fait sidérant, c'est le statut incroyable de ce djihadiste qui devait être libéré l'année prochaine et pour lequel on faisait des efforts absolument considérables de réinsertion avec des remises de peine, l'autorisation de travailler, alors qu'il a eu, ne serait-ce qu'en prison, 50 incidents et que c'est quand même quelqu'un qui avait été jugé par Al-Qaïda comme trop violent. Et donc il est jugé par Al-Qaïda comme trop violent, on le récupère en France et on essaye de le réinsérer. Il y a vraiment un sujet de fond quant aux prisons françaises. Quant aux prisons françaises qui sont très largement sous influence islamique et dans certains cas sous influence carrément djihadiste. Voilà. Il y a un sujet absolument majeur qui là aussi est occulté puisque on a beaucoup mis la focale sur la question de l'autonomie en Corse, et pas du tout... et sur le déplacement de Darmanin. Et sur le déplacement de Darmanin, oui, pour éteindre l'incendie, ou tenter d'éteindre l'incendie, et pas du tout sur la situation dans les prisons françaises, qui est un sujet extrêmement préoccupant. Voilà, on a là l'évidence à faire un fou furieux, qui nécessitait un suivi particulièrement adapté à cause de son instabilité psychologique, nous explique le directeur du système pénitentiaire français, Laurent Ridel, qu'on essaye de réinsérer en lui donnant un emploi et en le préparant à sa sortie, anticipé. On imagine accessoirement le coût de tout cela. Hein. Non, mais c'est... Honnêtement, c'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est occulté. Oui. Et puis, alors c'est là qu'on voit d'ailleurs que on imagine aussi que même si c'était une prison de sécurité maximale, il avait certainement son écran de télévision, sa PS4 et le droit de faire les cons avec ses... Sans doute. Alors on voit d'ailleurs que les auditions parlementaires sont une source d'information très précieuse et en même temps très peu utilisée. Oui. Même pour la presse écrite. Alors évidemment, c'est pas très
c'est pas très visuel, hein. Voilà, ils sont desservis par ça. Mais ils font vraiment du travail tout à fait intéressant. 3 heures d'une séance de commission, il faut se les faire. C'est une des fonctions qu'on oublie dans la conception traditionnelle du Parlement, qui est la fonction de contrôle du gouvernement, et qui font pas si mal que ça. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les rapports parlementaires, mais assez peu utilisées. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ici nous utilisons ces rapports parlementaires. Oui. La dernière fois c'était des rapports du Sénat. Oui, des rapports du Sénat à l'Assemblée. On pourrait d'ailleurs le faire davantage, mais il faut c'est du travail aussi. C'est du travail de veille. Il faut voir un travail de veille très important parce que c'est très long. Et dans tout ce qui est long, il n'y a pas forcément que des choses très intéressantes. Mais il y en a. Mais c'est une vraie mine d'or, notamment le site de l'Assemblée nationale. Et le site nosdéputés.fr pour voir un petit peu la présence des députés au Parlement, ce qu'ils ont voté, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment une mine d'or et ça démêle bien le vrai du faux. Jean-Yves, pour finir cette émission, avez-vous un coup de chapeau? J'ai un coup de chapeau, un petit livre sympathique écrit par Jean-Claude Rollinat, qui est un essayiste polygraphe qui a publié pas mal de livres et qui a publié un abécédaire de la décadence. C'est un peu dans l'esprit de la novlangue, si vous voulez, avec agression, antispécisme, banlieue, bien-pensance, culture féministe, IEL, institution, instruction, islamisme, Covid, Macron, mœurs, nation, pédophilie, Vogue, etc. Voilà. C'est pas mal, c'est amusant, voilà. Je recommande la lecture. Bon, si vous êtes perdu... C'est chez Du Alpha, à commander, je pense, auprès de l'éditeur. Si vous êtes perdu en regardant cette émission, comme nous le sommes parfois face à des nouveaux mots, discrimination multifactorielle de l'intersectionnalité, peut-être faut-il se procurer cet ouvrage. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager auprès de vous et surtout, de vous abonner à la chaîne pour aider au référencement et à la diffusion de nos vidéos. Merci à tous et à la semaine prochaine.